Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube d'abord, qui est toujours très très nombreux à nous rejoindre et à nous écouter. Également, chers abonnés de l'application, et je rappelle à ceux de la chaîne YouTube qui ne connaîtraient pas l'application qu'il faut aller la découvrir, il faut aller s'abonner pour regarder nos documentaires. On a plein de choses en préparation, on a plein de choses déjà disponibles, documentaires Syrie, documentaires sur Koursk, sur les dronistes, des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et il y a aussi les making-of de nos documentaires qui vous racontent un petit peu les conditions des reportages, comment nos reporters travaillent. Voilà, tout ça c'est la vie d'Omerta, donc allez, ça coûte 2 € par mois pour les étudiants, 5 € pour les autres, ça vaut le coup au moins de regarder tout ce que nous faisons. Nous en mettons évidemment en accès libre aussi des portions de documentaires, mais là-bas vous avez nos 52 minutes et la quelques cinquantaine de documentaires que nous avons fait depuis la création d'Omerta. Alors voilà, aujourd'hui, nouvelle édition du Grand Entretien. Je reçois Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Quel plaisir, quel plaisir. Je roule pour vous. Bah écoutez, je roule pour vous, pour votre nouveau numéro. Alors ben vous en faites une présentation formidable, je pensais le faire à la fin, mais je la montre aussi, nouveau numéro, Ukraine, la guerre sans fin. Alors justement, on va débattre tout de suite de savoir si elle est sans fin, puisqu'on a quand même bien l'impression que Donald Trump essaye de lui trouver une fin. Il discute, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, en attendant nos derniers reportages sur le front. Donc là, vous avez tout. C'est le deuxième hors-série d'Omerta, et il est disponible dans 2500 points de vente en France. Alors, Vladimir Fedorovski, vous allez sortir un livre. Vous êtes écrivain, vous avez écrit 57 livres. Vous êtes l'écrivain d'origine russo-ukrainienne le plus édité en Europe. Comment il va s'appeler votre prochain livre ? Mon livre est explosif. Vous vous souvenez, je vous ai présenté le livre précédent qui était déjà surréaliste. C'était Staline, déjà. Staline-Poutine. Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe. Oui. C'est un peu dans le style de surréalisme. Ça s'appelle, cette fois-ci, ça ne va pas vous étonner, c'est Trump, Poutine et Ivan le Terrible. D'accord. Je vais plus loin que Staline. Ivan le Terrible. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, rien n'est inventé. C'est une longue enquête, ce que Poutine dit en petit comité, sur ce qui se passe devant nos yeux. Mm-hmm. Mais vous savez que Ivan le Terrible, c'est un fondateur de la géopolitique de la Russie. Il a beaucoup réfléchi. Au fait, en Russie, il y a deux tendances, soit Pierre le Grand, occidentaliste, soit Ivan le Terrible. Et Ivan le Terrible, il a dit, écoutez, oubliez l'Europe. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Nous sommes trop grands pour eux. Il faut s'allier avec l'Asie. Et le fait qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine avec ces événements en Ukraine, évidemment, ça reflète l'aspect psychologique, l'aspect géopolitique, le monde d'aujourd'hui, la face cachée du monde d'aujourd'hui, dont on va parler dans l'émission, mais aussi le monde de demain. Vous voyez Trump, Poutine et Ivan le Terrible aux éditions Ballant. On sent bien d'ailleurs que c'est fort à propos de reparler de ce tsar et effectivement Pierre le Grand, là on copiait Versailles, on voulait imiter le modèle français, etc. Et on avait fait Saint-Pétersbourg pour un petit peu se tourner vers l'Occident. Voilà. Et je pense que devant nos yeux se passe un changement complètement, On bouscule de l'autre côté, on bouscule de l'Asie, et ça souligne dans la réalité une sorte de fiasco. Vous savez, on assiste maintenant à une sorte de fin de l'époque. Autrefois, on a parlé de la fin de l'histoire. Je pense que c'est la fin de l'époque. L'époque où le narratif a été dirigé par les néoconservateurs américains, c'est terminé. C'était déjà l'élection de Trump, mais maintenant, avec ces négociations, Trump-Poutine, c'est encore ça. C'était basé sur les erreurs d'analyse. Qu'il y aura un changement de régime changing, qu'ils appelaient. Qu'on va changer les régimes. Poutine, que les Russes sont nuls, que le complexe militaire industriel n'existe pas. Célèbre phrase qu'on va mettre l'économie russe à genoux
au lieu quel à genoux, on a pensé 2 semaines. Vous savez que 4% de croissance l'année dernière, ça n'a rien à voir. BRICS. Plus que la zone euro. Hein. Évidemment, tout ça, c'est les choses qui sautent aux yeux, mais la réflexion autour de ça, c'était mené par Ivan le Terrible. Il a inventé la notion qui est quand même entre la Russie aujourd'hui, c'est la notion d'une sorte de château assiégé ou citadelle assiégée. Oui. Vous comprenez, face à ça, tout ça, c'est les vraies choses, mais le tsar était pittoresque et ça se lit comme un roman. Je vous assure, rien n'est inventé, mais ça se lit comme un roman. Donc la psychologie de Vladimir Poutine, vous la connaissez bien, la psychologie évidemment des Russes, puisque vous êtes russe. Moi, je voudrais que vous nous éclairiez ce matin. On a beaucoup parlé de l'Ukraine en grand entretien avec des généraux, avec des experts, etc. Vous êtes russe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Russes aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de cette opportunité? Alors moi, j'ai comparé à une comète qui apparaît dans le ciel. J'ai adoré. Bon, c'est un peu ça. Ça arrive une fois tous les 100 ans, c'est-à-dire que les États-Unis rejoignent la Russie. C'est complètement incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête aujourd'hui? Comment Poutine, son état-major voit ça? Quand même de changement assez significatif. Vous savez, d'emblée, je tiens à vous dire que je suis tout le contraire de vos confrères, pas de chez vous. Je ne donne pas mon avis. Je vous donne les éléments de réflexion, mais en revanche, c'est les éléments de réflexion c'est ça qu'on attend. Qui sont vraiment réfléchis, sur documentés, etc. La première chose que, quand même, j'ai adoré votre comparaison avec la comète. Les gens d'ici, ils ne savent pas que c'est une comparaison avec une célèbre description de la comète d'Alexandre Pouchkine dans Eugène Onegin. La première chose que pour eux, il y a le moment à saisir. C'est une opportunité à saisir, c'est-à-dire il faut établir les nouveaux rapports entre les États-Unis, mais à la base assez saine, c'est-à-dire dans la tête de Trump, il faut essayer de revenir à la politique de quelqu'un que j'ai bien connu, c'était Kissinger, découplage entre la Russie et la Chine. Absolument. Ça, ils ne vont pas réussir. C'est-à-dire les Russes, ils vont aller à établir les rapports, déjà ils ont établi certains rapports, en tout cas de travail sur ça. Mais en revanche, pour découpler complètement avec la Chine, c'est très difficile. Il faut structurer les choses. Le premier élément à prendre à chose, encore une fois incontestable, c'est l'élément carrément militaire. Vous connaissez comment ça se passe. Les gens ont sous-estimé au début ce qui se passe dans la région de Kursk. Mais dans les dernières pages de mon livre sur le dialogue entre Staline et Poutine, ce dialogue d'outre-tombe, j'ai décrit ça. Il y a 6 mois et ça se passe exactement comme ça. L'affaire est pliée à Kursk, c'est-à-dire il avance. Les gens sous-estiment aussi les avancées russes dans d'autres régions à Donbass et surtout, on a parlé tout à l'heure de Zaporijia. Ça, c'est l'élément. L'élément militaire aussi à prendre en compte, c'est encore une fois sous-estimé ici, c'est de l'arrivée dans 6 mois massivement des Orychnik, c'est-à-dire cette fusée balistique. Quand on a vu un exemple vous avez parlé banlieue de Dniepro. Absolument, parler de ça. Mais c'était juste, ils ont tiré comme un ballon d'essai, disons. Maintenant, ça revient en Biélorussie et ça revient au front. Il faut comprendre que c'est les armes sur les effets comparables avec ceux qui se passent avec les armes nucléaires sans contamination nucléaire. C'est-à-dire 2 facteurs, les poussées russes sous-estimées en Occident, qui continuent à prendre ces désirs pour les réalités. Ils ne voient pas la réalité en face, ce qui s'est passé à Kursk. Et deuxième élément, dans disons, 3-4 mois, c'est Orychnik. Alors, sur le plan militaire... Ils vont aller dans l'hypersonique, là, beaucoup plus qu'ils l'ont fait, savez, moins dans la démonstration, plus dans l'action sur le front. Les Américains le savent. Pourquoi ils sont pour essayer de... aller très vite, même cette trêve partielle qui se passe devant nos yeux
sur disons, les installations énergétiques, c'est tout à fait significatif parce qu'ils veulent éviter. Ces deux facteurs, à la différence d'ailleurs du mainstream occidental. Trump, il le dit parce que, par exemple, on a essayé de nier, notamment à l'Ukraine, le fait que certaines troupes ont été encerclées là-bas à Kursk. Trump, il le dit publiquement. Sur Oreshnik, ils le disent publiquement. C'est-à-dire, il y a les choses... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que s'il y a des constats, ce n'est pas seulement disons, l'exubérance de Trump, c'est le constat de la CIA. Vous comprenez? C'est les choses assez pointues. Les choses militaires. Ça, c'est une structure qu'il faudra prendre en compte. Deuxième élément, c'est de l'ordre de la politique, je dirais, intérieure russe. Vous savez, en Russie, il y avait, pour Poutine, d'essayer de mener le dialogue sérieux avec les Américains, ce n'était pas facile. Parce que, vous savez, en Russie, il y a une très grande tendance, surtout dans l'armée. Vous allez, à la différence des autres, sur le front, vous connaissez les états d'âme des Russes. Oui. Et quand vous connaissez ça, les Russes, ils disent, attendez, nous sommes en train de gagner, arrêtez ça, il faut continuer. Il faut continuer. Et Poutine, à sa manière, c'était assez habile dans la réalité. Il est allé dans le sens de Trump avec l'arrêt disons, des frappes contre les installations énergétiques et en même temps, un peu de Macron, en même temps, il a dit, attendez, nous continuons le dialogue avec les Américains. Vous comprenez? Ça, c'est la politique intérieure russe. Il y a l'aspect aussi de structure de négociation. Ça, je tiens à vous dire, parce qu'on n'a pas relevé ça ici en Occident, c'est en primeur, la structure est maintenant établie du côté américain et du côté russe. Alors racontez-nous. Je vais vous dire. Il y a tout d'abord le rôle assez exceptionnel de ce milieu new-yorkais, que j'adore en fait. Pourquoi ne pas le dire? Parce que c'est les gens qui sont venus de là-bas. C'est tout le contraire des néoconservateurs américains. Les conservateurs américains, c'est qui? C'est les gens qui sont venus, leurs parents et arrière-grands-pères sont venus de l'Ukraine, de la Russie, et qui sont devenus... Victoria Nuland, Anthony Blinken. Blinken, qui sont hantés, et ils sont, vous savez, Nuland, c'est un symbole, presque de ça. La Russie, c'est le diable, il faut changer le régime, il faut essayer de frapper, d'assurer la défaite stratégique, il disait. La Russie scindée, la Russie en 5, disait mon ami. Mon ami Valença, je me souviens, en 7, il a dit. Il était exquis quand même. Et les choses, il y a une filiation. C'est symbolisé par Witkin et le milieu new-yorkais. Il y a le gendre de Trump aussi. Ils sont venus de là-bas. Ils sont marqués par leurs souvenirs. Ils sont venus, vous savez, c'est le même village que Chagall, mon ami Chagall. C'est les gens qui sont allés en Biélorussie, qu'ils disent qu'ils ont beaucoup de l'estime. C'est les gens aussi qui ne sont loin d'être en culte. Vous savez, c'est les gens qui sont marqués. Tout à l'heure, on a parlé de Tolstoï. C'est les gens qui lisent. Tolstoï qui se souvient de ça, c'est-à-dire, c'est une filiation. Vitkov, c'est le personnage le plus important de la négociation, dans les choses, le vrai représentant sur ça, c'est un ami de Trump depuis longues années dans l'immobilier, etc. C'est lui qui a négocié au début sur le Proche-Orient, mais sur la Russie, il est encore plus important. Son interlocuteur. Ça, c'est encore plus extraordinaire. C'est la nouvelle génération, Cyril Dmitriev. Retenez son nom, Cyril Dmitriev, qui est très important. C'est quelqu'un qui est proche de la famille de Poutine, de sa fille. Vous savez, c'est les gens, ça, c'est une filiation des vraies affaires. Parce que de quoi on parle? Ils viennent du monde des affaires aussi, côté russe? Complètement, c'est une nouvelle génération, vous savez. Vilkov, c'est le monde des affaires. Complètement. C'est pas le monde de la diplomatie, pas du tout, ni de l'idéologie. Mackenzie, c'est-à-dire tous les universités américaines qui parlent anglais, c'est absolument impeccable, qui le connaissent depuis longtemps, etc. Mais c'est très intéressant, quand ils ont commencé déjà là-bas à Jeddah, ils ont commencé tout de suite à parler des affaires, de la construction, je vous donne l'information,
de la tour de Trump à Moscou. D'accord, on en est là. Vente devant. Ils disent que non, on n'en discute pas, mais en réalité, ils discutent la vente de Nord Stream 2 pour assurer, c'est-à-dire c'est une vraie construction dans leur tête, c'est-à-dire les Russes livrent le gaz à l'Europe et les Américains le vendent, c'est-à-dire on achète, c'est toute une, il y a la coopération sur les métaux non ferreux, ça c'est plus problématique en Arctique, c'est-à-dire il y a la coopération en Arctique, c'était des vrais, des grandes affaires qu'ils ont commencé à parler dans cela en détail, parfois avec Poutine. Il y a, vous savez, je voudrais vous dire aussi dans la structure de ça, vous comprenez, Trump, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à, disons, négociation directe personnelle. Et ça, il a pratiqué. Ça, avec Poutine, il faut dire qu'on dit que c'est les coups de fil qu'il a fait. C'est pas vrai. Moi, j'étais un vieux diplomate, j'ai travaillé sur ça. C'est les vraies négociations. Ça a duré 1h30, 2 heures la deuxième fois. C'est des vraies négociations. Et cette fois-ci, dans les détails, où il faut séparer, je vous dis, les affaires, d'une part dans la structure, d'autre part, les affaires du monde. Les affaires du monde. Parce qu'on parle du Proche-Orient, on parle de l'Iran, s'il vous plaît. Avec le on nucléaire. Parle des accords stratégiques, on parle de la coopération atlantique, on parle de la Chine. Comment on parle de la... Vous savez, c'est une idée que Poutine a acceptée tout de suite dans la conversation. Il jette. Il faut diminuer les... Ici, on augmente les dépenses. Trump, tout le contraire. Il a dit qu'il faut diminuer les dépenses militaires de 50%. Et vous imaginez, dans cette conversation, d'un coup, Poutine l'a dit, OK, banco. Je ne parle pas des Chinois. Les Chinois ont apprécié qu'il ne parle pas, puisqu'il a proposé les diminutions tripartites à 50%. Surtout des armes nucléaires aussi. Tous les armes. Et ça, c'est les choses, les dépenses nucléaires. Et ça, les dépenses. Et ça, c'est les choses qui sont tout à fait... il a parlé de budget, pour être précis, et ça, c'est les choses qui sont là. En même temps, continuons comme ça, il y a les choses plus traditionnelles. C'est vous savez, c'est les conseillers pour la sécurité de côté, c'est le ministre Lavrov, ministre des Affaires étrangères, avec secrétaire de Rubio, où ça passe. Et troisième élément, c'est un tout petit peu maltraité ici, encore une fois, comme ils sont parfois dans leur monde. Il y a négociation plusieurs fois. Ils ont déjà téléphoné plusieurs fois entre les chefs de services secrets. Oui. Il y a quelqu'un qui monte beaucoup dans la structure russe, retenez son nom, c'est un grand nom aristocratique, c'est Narishkin, vous connaissez. Ça, c'est le chef des choses extérieures, c'est-à-dire sur ce plan. Donc Radcliffe, CIA. Absolument. Ça, c'est les choses, c'est la structure. Il y a quelqu'un qui est mis un tout petit peu, disons, à part. Il a essayé de pousser, c'est lié avec les négociations, franchement. C'est le représentant officiel spécial sur l'Ukraine. Maintenant, Trump, qui est quand même un grand styliste, il vient dans ma littérature, vous savez, styliste, parce qu'il disait le représentant spécial sur l'Ukraine, et maintenant, c'est le représentant spécial dans l'Ukraine. C'est-à-dire, nuance est là. C'est-à-dire, Kellogg, maintenant, mais Kellogg, c'est lié avec négociation. Parce que Kellogg, il a poussé, vous vous souvenez... Mais Kellogg, il a été écarté. Il n'est formellement pas écarté, mais il ne s'occupe pas de la Russie. D'accord. Il a dit, Kellogg, je vais vous dire comment ça se passe. Il était très anti-russe. Anti-russe, je ne dirais pas que simplement sa fille a travaillé en Ukraine, il a aidé les Ukrainiens, ça c'est les choses comme ça, mais en revanche, il a une qualité, il est absolument fidèle à Trump. À Trump, évidemment. Et je vais vous dire, dans la structure, les gens ne savent pas encore une fois, ici encore un élément par appréciation, l'ambassade américaine, c'est une émanation de l'esprit de nos conservateurs américains à Kiev. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui était des porteurs des soviets de Nuland, vraiment, toute l'ambassade, la CIA, et Trump, il était dans la situation un peu compliquée, parce qu'il utilisait l'ambassade officielle, et il a court-circuité ça en nommant Kellogg. Kellogg, comme ça il est...
Il travaille. Je tiens à terminer. Cette nomination est liée avec deux approches envers l'avenir. Parce que ce qui s'est passé, c'est assez habile. Ça donne la possibilité aux Russes de continuer à avancer, d'une part. D'autre part, il y a quand même cette annonce symbolique d'une trêve contre les frappes énergétiques. C'est assez important pour les Ukrainiens. Il ne faut pas sous-estimer, puisque les Ukrainiens souffrent. Beaucoup souffert de la population souffre. Il ne faut pas. C'est-à-dire, il y a les choses démonstratives. J'ai failli dire spectaculaires, mais plutôt démonstratives, qui sont passées. Mais l'approche après, c'est symbolisé par ce partage de rôle. Quelle était pour une trêve à la coréenne. Comme autrefois, on gèle le front. On gèle le front et c'est tout. Et après, on oublie. Ça ne va pas se passer. Pour les Russes, ça, ils répètent, pour eux, on peut faire des gestes, mais les gestes, ça vaut la peine si on va vers une vraie négociation sur l'avenir de l'Europe et en réalité sur l'avenir de la sécurité européenne. Un pacte de sécurité. Un pacte de sécurité. Et je vais vous dire, il y a toute une filière de gens qui ont été, dès le début, assez lucides. Il y en a deux surtout qui ont poussé ça. C'était Musk qui était très important et Witkov. Ils ont dit non, avec les Russes, il faut avantager quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Au fait, et là, il y a le point des accords publics cette fois-ci. Publics, parce que Trump, il répète publiquement qu'il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. La question principale là-dedans, c'est de pousser les variantes un peu à l'autrichienne. Vous connaissez les choses, c'est-à-dire c'est au fait c'est la neutralisation. Neutralisation. Parce que le terme finlandisation a été inventé pour l'Autriche à l'époque de la guerre froide. Évidemment, ça c'est une autre chose, mais ça c'était quand même. Mais ça c'est l'idée quand même. C'était une autre époque, et c'est une. Vous savez, je vais vous dire, s'il n'y avait pas de cette position et de solidité du côté ukrainien, on va en parler, mais en principe, c'est quelque chose de cohérent. Parce que ce traité, il garantissait les problèmes de la sécurité de l'Ukraine, d'une part. D'autre part, ça allait, et ça c'est public, c'est acquis. Parce que Trump répète que pour lui, il n'est pas question de l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Ça, c'est une question qui est pliée. Le patron de l'OTAN, Mark Rutte, l'a confirmé. Après la rencontre avec Trump. Consultation de Trump. C'est une chose, mais les Ukrainiens, ils continuent. Néanmoins, ils continuent toutes ces choses-là. Et bref, ces gens-là, je vous dis, ils ont poussé. J'ai mentionné Musk, il y a quelqu'un qui est très motivé par l'Ukraine, il va jouer un rôle quand même, c'est vice-président Vance. Parce qu'il est un grand partisan aussi, un grand lecteur de Dostoïevski et de Tolstoï aussi. Et ça, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire une solution de ce côté-là, il faut voir de quelle manière c'est faisable. Là, entre en jeu le facteur ukrainien. Parce que les Ukrainiens reviennent que pour eux, c'est une question de sécurité. Et Trump tout de suite a tiqué. Il faut dire que Trump, il a pas mal de cartes entre ses mains. La première carte, c'est quand même ce qu'ils ont fait, d'après les informations plus ou moins publiques et encore plus poussées, confidentielles. Ils ont fait les recherches assez poussées sur l'utilisation de l'argent qu'on a donné. Vous dites les Américains ont fait un audit sur les sommes allouées à l'Ukraine. D'autres utilisent un mot beaucoup plus exquis qui est cher au cœur de Poutine. Il aimait le dossier. Il a fait sa carrière, quand il a assuré son élection, il réunissait les dossiers sur ses interlocuteurs, il s'appelait caresser le dossier. Mais cette fois-ci, caresser le dossier, c'est plutôt Trump. Et ça, c'est Zelensky. Il met la pression sur Zelensky. Qui caresse le dossier. Ça, c'est le facteur. Deuxième facteur, c'est quand même cette question qui est vitale pour les Ukrainiens, c'est la nécessité de fournir les renseignements. Parce que s'il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de frappe. Soyons très clairs. Ça a été une des causes de la désorganisation d'une partie du front à Koursk. À Koursk, ça, je ne crois pas, franchement. Vous croyez pas ? Je suis désolé, je ne vous contredis jamais. Non, mais vous pouvez.
Je n'oserais pas. C'est ce qui a été dit, c'est une des hypothèses. C'est une hypothèse du milieu démocrate et surtout en Europe. Ce n'est pas vrai. Vous savez, si vous regardez comment ça s'est passé, ça c'est l'offensive de Kursk qui était minutieusement... Vous savez, je vais vous dire, encore une fois, je ne voudrais pas leur contredire, tout est vu dans l'espace. Je regarde parce que je regarde tous les jours dans l'espace, tout est sur l'Internet. Et vous regardez comment ça a évolué. Ils ont préparé ça d'une manière très minutieuse à partir du mois de décembre, bien avant, quand ça s'était lancé. Et cette idée que c'est Trump qui est fautif dans la défaite j'ai pas dit qu'il était fautif, j'ai dit un des facteurs. Un des facteurs, c'est un facteur qui est important, mais c'est un facteur de pression surtout. De pression important. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est une question de négociation qui sera vraiment cruciale dans les jours qui viennent. Quand on parle, ils vont se voir à Jeddah, ils vont parler de ça, de ça. Mais c'est un facteur de pression sur les Ukrainiens. Et je dois vous dire, quoi qu'on dise, si les Américains, même pas les Européens, mais si les Américains arrêtent ça, vous savez, ça ne peut pas continuer. Et les Européens, il ne faut pas se leurrer. En tout cas, dans l'immédiat, la capacité s'il n'y a pas de couverture, notamment aérienne des États-Unis, c'est absolument... Et les Européens ne peuvent pas se substituer aux Américains en l'état de ce qui se passe. C'est simplement ça pas vrai, qu'il ne faut pas nous raconter. On peut encore une fois prendre ce désir pour la réalité et nous faire de la diplomatie un peu de communication, mais... Alors, on va y venir, ce sera la dernière partie sur justement l'attitude d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer ou du prochain chancelier allemand. Je voulais quand même, en effet, on s'achemine, semble-t-il, vers des négociations qui vont être plus longues que prévues. Il y a en effet ce geste sur la structure électrique ukrainienne qui est une concession, petite concession, mais concession quand même. Spectaculaire, quand même. Spectaculaire. Bon, il faut d'abord qu'elle soit appliquée, puisque là, pour le moment, il y a encore un peu de retard à l'allumage. Le problème, c'est Trump. C'est-à-dire que chez Trump, vous le savez bien, il y a un côté impulsif. Autant Poutine et les Russes sont dans le temps long, autant Donald Trump veut des résultats. Rien n'indique qu'à un moment... Si les négociations se prolongent, même si Trump est sans doute satisfait de cette nouvelle configuration, il y a aussi le risque que les Américains disent « ça n'avance pas, on arrête tout ». C'est pour ça que la structure de négociation, un vieux négociateur, est multi-azimut. C'est tous azimuts. Parce que, vous savez, la construction autour de Trump, la vente de Nord Stream, là, des grandes affaires dans la perspective. Il y a les queues, vous savez, il y a un forum économique là-bas à Saint-Pétersbourg. Il y a tous les Américains sont là. Tous les grandes sociétés américaines, ils veulent faire des affaires, etc. L'équilibrage, qu'on veut ou non, de toute manière, cette fois-ci, les Russes, ils peuvent jouer un rôle même par rapport aux Chinois. On parle même de la reconnaissance par les États-Unis de l'annexion de la Crimée. On parle beaucoup de choses comme ça, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire, je doute fort qu'on va aller vers la rupture. Le problème là-dedans, c'est un problème réel. C'est un problème de ce qui est acquis pour les États-Unis et ce qui n'est pas encore acquis pour les Ukrainiens. C'est le statut neutre de l'Ukraine. Et l'entrée, c'est une question qui bute. Mais vous savez, franchement, quand je regarde ce qu'ils disent comme les facteurs incontestables les cartes que Trump il peut utiliser avec la livraison des armes et surtout la livraison de renseignements, tout ça, c'est les cartes à jouer. Et je ne parle pas des vestiges d'autrefois, parce que détrompez-vous, Trump a une mémoire d'éléphant. Je vous signale qu'il n'a jamais oublié Russiagate. Et comment ça s'est passé, d'où ça venait de l'Angleterre, etc. Si on entre dans le détail, tout ça, c'est les facteurs qui sont là. Et franchement, l'évolution de la situation sur le front est telle que
la seule solution, je vais vous citer quelqu'un qui est très important, qui a une énorme popularité maintenant en Russie. D'ailleurs, il peut être alternative, pas en Russie, mais en Ukraine, c'est l'alternative, ça peut être alternative à Zelensky s'il y a les élections, et en tout cas, il le bat. C'est, vous savez, Boudanov, c'est le chef des services de renseignement militaire ukrainien qui est allé, il y a 2 mois, il est allé dans le Parlement ukrainien, c'était relevé pas dans la presse, jamais, il n'a jamais nié. Il a dit, Boudanov, si ça continue comme ça, vous savez, si au mois de juillet, l'affaire est pliée, l'Ukraine n'existera pas. Il faut conclure l'accord le plus rapidement possible. Je vois d'ailleurs qu'il est allé dans le sens des Américains. Il est allé d'ailleurs aux États-Unis. Je pense qu'il est assez lié avec les Américains. Avec la CIA, c'est quand même la CIA, bien entendu, parce qu'il y a Zaloujny qui était plus lié avec les... Zaloujny, c'est le chef. Oui, bien sûr. L'ambassadeur à Londres. À Londres, et c'est très populaire. Très populaire avec Londres. Mais l'autre, il a dit les choses. Vous comprenez, tout ça, c'est minuté. Ça dépendra de l'évolution militaire. Ouais. Et d'une certaine habileté qui est là. J'ai beaucoup participé dans ce genre de négociations au temps de la guerre froide, au temps de Gorbatchev. Je tiens à vous dire, il y a un facteur d'une certaine feeling, je dirais. J'ai failli utiliser le mot confiance. Le mot confiance ne correspond pas à la réalité, parce que par le temps qui court, personne n'a confiance à l'autre. Mais quand même, il y a le courant qui passe. D'accord. Witkov, Poutine, tout ça, c'est dans l'air du temps. Ça dépendra, je pense que ça va traîner un tout petit peu et l'évolution du front sera assez vertigineuse, mais ça va aller dans le sens de la nécessité. De la négociation. De la nécessité, peut-être Dieu avec nous, comme je suis partisan d'arrêter ça le plus rapidement possible, je tiens à vous dire, espérons. Très bien. Dernière question, puisque le temps tourne, le temps passe, s'écoule. Les Européens, Emmanuel Macron, Keir Starmer, le nouveau chancelier allemand, ça y est, l'Europe se réarme. C'est ce que veulent les États-Unis, d'ailleurs. Prenez en main votre destin. Bien sûr. C'est un peu ce qu'on nous a dit. Alors, Trump est le gagnant de tous les côtés. Ah bah oui, parce qu'on va acheter des armes américaines. On va payer. C'est sûr. Mais il y a quand même une chose qui est quand même étonnante. Nous avons appris il y a 2 jours que chaque Français, vous vivez en France depuis très longtemps, c'est pour ça que je veux avoir votre avis, un passeport français. va recevoir chez lui un kit de survie. Alors, on nous explique que ce n'est pas que la guerre, mais il y a la guerre dedans, il y a aussi les catastrophes, etc., les épidémies. Mais bon, on va recevoir un kit de survie. Vous avez notre président qui a pris la parole il y a 2 semaines et de façon solennelle nous a expliqué que la Russie était une menace existentielle pour nous, c'est les termes utilisés, qu'il fallait être courageux. C'était quasiment un appel à la mobilisation des Français. On nous explique que la menace russe n'a jamais été aussi importante en France. Et ma question est la suivante. Pourquoi sommes-nous, dans les paroles de certains, je mets un peu à part Sébastien Lecornu, puisqu'il y a quand même une vision assez intéressante et plus structurée. Normand comme moi, voilà, je le connais bien. Tout à fait. Et il est un petit peu différent. Mais pour ce qui est d'Emmanuel Macron, pour ce qui est des gens, on va dire, de son parti et d'un certain nombre de personnes au gouvernement, y compris aussi dans l'opposition, on a l'impression qu'on est au bord de la guerre avec la Russie. Comment peut-on être au bord de la guerre avec la Russie, c'est ma question, alors que les 2 grands sont assis autour d'une table et négocient la paix? Vous savez, vous me poussez vers ma jeunesse, quand j'étais porte-parole de la perestroïka et j'ai commenté les positions gouvernementales. Je tiens à éviter de commenter les positions gouvernementales, pour les choses comme ça. Mais je tiens à vous exprimer ma profonde conviction que dans cette volée, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect guerre, et le mot guerre n'est pas à la mode, vous avez raison. Maintenant, quand même, c'est le mot la paix qui est dans l'air du temps. Il y a les choses comme ça. Et il y a, pour assurer la sécurité, moi, d'ailleurs, vous savez, franchement, je suis le premier à dire que
il faut assurer la dissuasion, notamment en France, c'est une grande tradition. Non, mais bien sûr, il n'y a aucun problème pour se réarmer. On est d'accord mais tout le monde est d'accord. Sur les choses comme ça. Mais entre se réarmer et nous dire on est au bord de la guerre... Je vais vous dire, il y a un autre aspect, et je tiens, avec mon expérience des fossoyeurs de la guerre froide, je tiens à vous préciser ça. Il y a un aspect de la diplomatie. La diplomatie revient aujourd'hui au devant de la scène. Il y a les choses faciles qu'il faut faire, comme ce match de hockey sur glace. Oui, le sport préféré de Poutine avec le judo. Avec judo, ça bien sûr. Il y a les choses comme ça. J'ai rappelé d'ailleurs que je me suis souvenu que Poutine, à une époque, quand vous savez, les Siloviki, vous savez, ceux qui sont autour de lui, pour savoir qui était en cours, qui avait les faveurs, on regardait la tribune présidentielle pendant les matchs de hockey. Absolument. Ou bien donc c'est très important. Carrément sur glace. Pourquoi je vous parle de hockey? Je vous parle vraiment de tout mon cœur parce que je suis profondément francophile et dans ma vie, j'étais toujours trait d'union comme écrivain et surtout comme diplomate autrefois entre les deux pays. Je pense que la France a la carte à jouer aussi dans d'autres domaines, dans le domaine de la diplomatie. Parce que c'est vrai qu'on vit maintenant le moment peut-être le plus difficile dans l'histoire des rapports entre les deux pays, mais la tradition entre les deux pays, ça existe. Ça remonte à très loin. Je vais vous étonner. Un des hommes les plus populaires en Russie aujourd'hui, c'est Napoléon. Oui. Napoléon, les gens se déguisent en Napoléon. Alors, éclairez-moi, Napoléon aussi, c'est le millefeuille, hein. C'est un gâteau. C'est un gâteau. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on le mange? Parce que quand on a mangé la Grande Armée, ça vient d'où? Mon cher, c'était pas comme ça. Vous savez, pendant la guerre de Napoléon, j'ai fait un livre même sur Napoléon face à la Russie. Et je racontais en détail comment les Français ont été... Il n'y avait aucune espèce de haine entre les deux pays. La propagande par rapport à aujourd'hui, c'est rien du tout. Il y a toujours assez peu de haine, moi, ayant passé un peu de temps en Russie vis-à-vis des Français. Et dans ce contexte-là, je pense que dans les volets pour construire le monde de demain, ils ne seront obligés de construire le monde de demain. Je pense qu'il y aura deux volets. Il y a le volet de la dissuasion dont on parle tout le temps, mais le volet diplomatique sera très important. Et je pense que tôt ou tard, il faudra revenir à la diplomatie, notamment européenne, puisque derrière ça, il y a toute une construction autour de l'Ukraine. Quand il parle maintenant, avant-hier, il a fait revenir Trump, il a parlé des accords d'Istanbul, comment assurer les affaires de sécurité, tout ça. C'est Poutine? Non, c'est Trump. Vous imaginez? Ce qui m'a étonné, que c'est Trump qui a parlé de ça. Il y avait, moi j'étais étonné, surtout Rubio, ça c'était carrément, on lui parle des Européens, quel est le rôle des Européens, l'envoi des armes, il commence à parler, le rôle des Européens sera très important, puisqu'il faut diminuer les sanctions, il faut sortir des sanctions. Tout ça, il y a quelque chose, je pense que c'est une construction de ça, et je suis... personnellement, en tout cas, je vais me déployer pour ça. Je suis contre la rupture définitive entre la Russie et l'Europe et il faudra reconstruire ça avec beaucoup de difficultés. Et la meilleure recette, c'est de relire des grands auteurs russes. Je vous donne le premier, c'est Léon Tolstoï. Évidemment. Merci Vladimir Fedorovski, c'était passionnant. On finira peut-être par une phrase d'Emmanuel Macron qui justement avait dit la Russie, elle est là, elle ne va pas disparaître. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Voilà. C'est la réalité. Et donc, c'était à l'époque où il faisait des coups de fil, on l'interrogeait, mais pourquoi vous essayez de faire ça? Oui, elle ne va pas disparaître, elle est là. Merci à vous, merci pour ces éclaircissements sur ce qui se passe en ce moment, dossier brûlant. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez toujours plus nombreux la semaine prochaine sur l'antenne, sur la chaîne YouTube d'Omerta. D'ici là, évidemment, je vous souhaite, comme à chaque fois, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.